bonjour à tous. Merci beaucoup Olivier pour cette introduction. Merci aussi aux organisateurs de m'avoir invité ici. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin. Donc j'avais envie aujourd'hui de vous parler du temps et un peu plus précisément des déformations temporelles. Alors je dois vous avouer que quand j'ai commencé à préparer cette conférence, j'ai eu un petit moment de panique parce que je me suis dit mais comment en fait est-ce que je vais parler du temps ? Et puis, j'ai trouvé cette citation de saint Augustin dans le livre des Confessions qui dit « Qu'est-ce que le temps ? Si personne ne me pose la question, je sais. Si quelqu'un me pose la question et que je veuille l'expliquer, je ne sais plus. » Et j'ai trouvé que ça résumait assez bien mon sentiment en préparant cette conférence. Alors, je me suis dit que j'allais me simplifier un petit peu la tâche. Et comme je suis physicienne, je vais en fait vous donner le point de vue de la physicienne sur le temps. J'avais envie de vous parler du rôle du temps en physique. Et vous allez voir que même si on restreint le champ à la physique uniquement, il y a en fait tout un tas de phénomènes non triviaux qui sont liés au temps. Donc laissez-moi peut-être commencer par vous parler un petit peu du temps selon Newton. Newton, c'est le premier qui a postulé l'existence d'un temps absolu. Il a dit dans ses Principia Mathematica en 1687 « Le temps absolu, vrai et mathématique, en soi et de par sa nature, sans relation à quoi que ce soit d'extérieur, s'écoule uniformément et est autrement appelé durée. Le temps relatif, apparent et commun est une mesure sensible et externe de la durée par le moyen du mouvement, qu'elle soit exacte ou inégale, et que l'on utilise communément à la place du temps vrai, comme l'heure, le jour, le mois, l'année. Donc, selon Newton, il existe un temps qui est absolu, qui est indépendant de la manière dont on le mesure, qui est simplement là. Et ce temps, il est extrêmement important parce qu'il nous fournit un cadre par rapport auquel on va décrire les lois de la physique. Donc, ce qu'on fait en physique, c'est de décrire comment les objets bougent, comment les objets évoluent au cours du temps. Et on peut voir ça, par exemple, si on regarde la deuxième loi de Newton, qui nous dit que la force est égale à la masse fois l'accélération. Bien, la force elle-même dépend du temps. La force que j'applique sur un objet peut varier au cours du temps. Et bien évidemment, l'accélération qui en résulte va aussi varier au cours du temps. Et ce temps qui rentre dans cette équation, c'est le temps absolu décrit par Newton. Et en fait, cette équation, elle est même encore plus intimement liée au temps, puisque l'accélération elle-même n'existe pas si on n'a pas de temps. L'accélération, c'est vraiment la variation de la vitesse au cours du temps. Donc, selon Newton, on voit que ce temps, c'est une notion absolument essentielle pour faire de la physique, et on va décrire les lois par rapport à ce temps absolu. Et donc, cette idée, cette perception du temps absolu a perduré pendant quasiment 300 ans, jusqu'à l'arrivée d'Einstein, qui nous a dit que le temps absolu n'existe pas. Donc, ce que j'avais envie de faire avec vous aujourd'hui, c'est une incursion dans la théorie d'Einstein. Et on va voir que le temps varie dans la théorie de la relativité restreinte d'Einstein. Et puis ensuite, on va regarder la théorie plus générale qu'Einstein a construite, qui s'appelle la relativité générale. Et on va voir qu'il y a d'autres phénomènes qui font aussi varier le temps en relativité générale. Et puis ensuite, ce que j'avais envie de faire, c'est de vous parler un petit peu de la recherche que je fais avec mon groupe à l'Université de Genève, qui consiste à mesurer la distorsion du temps en cosmologie. Et j'aimerais vous montrer comment ces mesures de distorsion du temps sont en fait très utiles pour nous, pour tester la validité de la théorie d'Einstein à très très grande distance, aux échelles cosmologiques. Donc commençons par regarder la relativité restreinte. Donc Einstein a construit sa théorie de la relativité restreinte en 1905 et elle était basée sur deux postulats fondamentaux. Le premier, c'est que les lois de la physique sont les mêmes dans n'importe quel référentiel inertiel. Donc un référentiel inertiel, c'est simplement un référentiel qui bouge à une vitesse constante par rapport à un autre référentiel inertiel. Et ça, ce postulat, vous en avez certainement tous fait l'expérience si vous prenez le train. Ça vous est peut-être arrivé, vous êtes à quai, le train il est arrêté, vous êtes inattentif, vous êtes en train de lire un livre, et puis tout à coup vous levez la tête, puis vous vous dites « Ah super, on est en train de repartir ».
Puis après, vous regardez un petit peu mieux, puis vous vous rendez compte que non, c'est pas vous qui êtes en train de partir, mais c'est le train sur le quai d'en face qui part dans l'autre direction. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas capable de faire la différence entre un mouvement constant dans une direction ou alors le mouvement d'un autre référentiel dans l'autre direction. Et donc ça, c'est quelque chose qu'Einstein a formalisé en disant il n'y a aucune expérience que l'on peut faire, que ce soit chimique, physique, biologique, qui peut faire la différence entre un train qui bouge à vitesse constante et un train qui est à l'arrêt. Si je lance une pomme, la pomme va se comporter de la même manière dans les deux trains. Si je fais une expérience chimique, l'expérience va se dérouler exactement de la même manière dans ces deux référentiels. Donc ça, c'est le premier postulat de la théorie de la relativité restreinte. Le deuxième postulat nous dit que la vitesse de la lumière est invariante dans le vide. Donc ça, c'est quelque chose qui découlait déjà des équations de Maxwell sur l'électromagnétisme et qui ensuite a été vérifié de manière expérimentale, de manière extrêmement précise. Donc quand je vous dis ce postulat comme ça, la vitesse de la lumière est invariante, ça a l'air quand même assez banal. Mais si on réfléchit un petit peu, on se rend compte que c'est un postulat qui est en fait pas banal du tout. Donc pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire et comment ça marche, imaginons qu'on fasse l'expérience suivante. Il y a deux personnes, une immobile et une autre dans une voiture qui roule à une vitesse constante. Et puis, au même moment, au même endroit, ces deux personnes envoient un ballon avec la même force, avec la même vitesse initiale. Et on se pose la question, lequel de ces deux ballons va arriver le premier dans l'arbre? Et très facilement, on se rend compte que le ballon qui arrive le premier, c'est celui qui a été envoyé depuis la voiture en mouvement. Tout simplement parce que la vitesse du ballon par rapport au sol, c'est la vitesse du ballon par rapport à la voiture, donc la force qu'on donne pour lancer le ballon, plus la vitesse de la voiture par rapport au sol. Donc plus la voiture bouge vite, plus le premier ballon va arriver vite dans l'arbre. Maintenant, faisons la même expérience, mais on remplace ce ballon par une particule de lumière, par un photon. Donc à la place de lancer le ballon, à un moment donné, nos deux personnes vont allumer une torche. Donc la lumière va se propager et on se pose la question, quelle lumière arrive d'abord? Et si on fait l'expérience, on se rend compte que dans les deux cas, la lumière arrive exactement en même temps dans l'arbre. Et ça, c'est vrai quelle que soit la vitesse de la voiture. Même si la voiture était capable de bouger à la vitesse de la lumière arrive en même temps dans l'arbre parce que la lumière se propage toujours à la même vitesse dans le vide. Donc c'est quelque chose qui est assez étrange, mais c'est quelque chose qui a été vérifié avec tout un tas d'expériences extrêmement précisément. Donc Einstein a ensuite combiné ces deux postulats, et ce dont il s'est rendu compte, c'est que, à cause de ces deux postulats, le temps et l'espace ne peuvent pas être absolus. On ne peut pas avoir en même temps les référentiels inertiels qui sont équivalents, la vitesse de la lumière qui est constante dans le vide et le temps et l'espace qui sont absolus. On arrive tout de suite en fait à des contradictions mathématiques. Et donc comme Einstein voulait avoir gardé ces deux postulats de l'invariance de la vitesse de la lumière et de l'équivalence des référentiels, il a dû abandonner le fait que l'espace et le temps sont absolus. Et donc ce que sa théorie nous dit, c'est que le temps se dilate quand on bouge et les longueurs se contractent quand on bouge. Et donc ça a été une révolution parce que ça veut dire que le temps et l'espace ne forment plus un cadre universel. Donc on peut se dire, c'est une très jolie théorie, mais bon, est-ce que ça décrit réellement la réalité? Et en fait, oui, ça décrit la réalité. Il y a eu des mesures de la distorsion du temps qui ont été faites avec des montres atomiques. Donc ce que les gens ont fait, c'est de mesurer, de mettre une montre sur Terre, de mettre une montre dans un avion qui bouge par rapport à la Terre à une vitesse constante, et puis de regarder comment le temps passe dans ces deux référentiels. Et effectivement, ils ont mesuré que le temps passe légèrement plus lentement dans l'avion qui bouge. Le temps se dilate en fonction de la vitesse. Et la grandeur de cette dilatation est en accord avec les prédictions de la théorie d'Einstein. Et en fait, on peut même aller plus loin parce qu'aujourd'hui, cette distorsion du temps, elle joue un rôle absolument crucial dans un objet que vous utilisez certainement tous les jours, qui est le GPS. Pour que le GPS fonctionne, on doit en fait
synchroniser des montres qui sont dans des satellites avec des montres qui sont sur Terre. Comme les satellites bougent par rapport à la Terre, le temps va passer plus lentement pour eux que sur Terre. Et en fait, si on veut que le GPS fonctionne, il faut synchroniser les montres en prenant en compte cette distorsion du temps, parce que sinon, le GPS ne fonctionnerait pas. En fait, après un jour de fonctionnement, les montres dans le satellite auraient déjà 7 microsecondes de retard par rapport aux montres sur Terre, ce qui mènerait à 2 km d'imprécision sur la position. Alors maintenant, on peut se dire, comment est-ce qu'on fait de la physique? Parce que ce temps absolu de Newton, il avait l'air absolument essentiel pour pouvoir faire de la physique. En fait, ce qu'on fait en relativité, c'est qu'on remplace ce temps absolu, qui est le même pour tout le monde et partout, par ce qu'on appelle le temps propre. Et le temps propre, c'est simplement le temps donné par nos montres. Donc en fait, chaque personne, où qu'elle soit dans l'univers et quelle que soit la manière dont elle bouge, a son propre temps propre. Et par rapport à ce temps propre, je peux décrire les lois de la physique d'une manière qui est universelle. Donc ça, c'est pour la relativité restreinte. Et en fait, cette relativité, elle s'appelle restreinte parce qu'elle est restreinte à des référentiels qui sont en mouvement constant l'un par rapport à l'autre. Si je reprends l'exemple du train, mon exemple marchait bien si les trains bougent à vitesse constante l'un par rapport à l'autre. Maintenant, si vous êtes dans un train et qu'il accélère ou qu'il freine, vous allez clairement ressentir que vous êtes dans un référentiel qui est en train d'accélérer et de freiner. Donc, si vous faites une expérience dans ce train-là, les choses vont clairement se passer différemment que si vous êtes immobile sur Terre. Et donc, Einstein a voulu décrire ce qui se passe quand on est dans un référentiel qui s'accélère. Et la raison pour laquelle il voulait faire ça, c'est parce que l'accélération est bien évidemment cruciale si on veut inclure la gravitation. La gravitation est quelque chose qui fait accélérer les objets, et donc la relativité restreinte ne permet pas de décrire ce qui se passe dans l'univers, puisque dans l'univers, la gravitation existe. Donc il a étendu sa théorie, et il a construit la théorie de ce qu'il a appelé la relativité générale. Alors, regardons un petit peu comment cette relativité générale fonctionne. Donc, la clé, en fait, pour comprendre cette théorie, c'est simplement que la matière qui est présente dans l'univers va déformer l'espace et le temps. Alors, une manière de se représenter les choses, c'est de voir l'univers comme une immense nappe souple ou comme un tissu. Et puis, quand on a de la matière dans l'univers, comme par exemple la Terre qui a une masse, cette masse va en fait creuser ce tissu de l'univers, va créer un puits, ce que nous on appelle un puits gravitationnel. Alors bien sûr, ici, ce dessin est en 2 dimensions. J'ai représenté l'univers seulement en 2 dimensions. En réalité, bien sûr, il a 3 dimensions. C'est juste que je ne peux pas dessiner un univers en 3 dimensions et après une déformation à l'intérieur. Donc c'est juste une image. Donc on a ces creux dans l'univers. Et puis ensuite, la théorie de la relativité générale nous dit que les autres objets dans l'univers ressentent la présence de ces creux et de ces bosses dans la géométrie de l'univers et voyagent toujours de la manière la plus droite possible, sur des courbes qu'on appelle des géodésiques. Donc si je prends par exemple maintenant la pomme de Newton va toujours tomber sur Terre dans la théorie d'Einstein, comme elle le faisait dans la théorie de Newton. Mais la raison pour laquelle elle tombe sur la Terre est fondamentalement différente dans les 2 théories. Dans la théorie de Newton, la gravitation est une force, et donc la pomme est attirée par la force créée par la Terre, ce qui l'a fait tomber. Dans la théorie d'Einstein, la gravitation n'est pas une force, mais une déformation de l'espace-temps. La pomme ne subit pas de force, mais elle bouge simplement de la manière la plus naturelle possible, dans un univers où il y a un creux, et le mouvement naturel, c'est de tomber au fond du puits. On peut aussi expliquer le mouvement des planètes autour du Soleil. Donc si on a le Soleil qui crée ce puits gravitationnel, la Terre va ensuite ressentir la présence de ce puits, de ce creux. Elle va bouger en ligne droite pour elle, de la manière la plus droite possible, sachant qu'elle est à l'intérieur d'un puits. Et donc ça va la faire tourner autour du Soleil. Donc on voit que dans la théorie d'Einstein, on peut expliquer les mêmes choses que dans la théorie de Newton, mais d'une manière qui est fondamentalement différente. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que dans la théorie d'Einstein, il y a des phénomènes nouveaux qui n'existent tout simplement pas dans la théorie de Newton. Et l'un d'eux, c'est que le temps
est aussi déformé par la présence de matière. Donc quand on a ce puits gravitationnel, on n'a pas seulement l'espace qui est déformé, mais on a le temps qui est aussi déformé. En fait, le temps va passer plus lentement au fond du puits que hors du puits gravitationnel. Et ça, c'est un phénomène qui a été utilisé dans le film Interstellar. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais à un moment dans ce film, il y a le héros du film, l'astronome Cooper, qui doit passer un certain temps proche d'une planète, enfin sur une planète qui est proche d'un trou noir. Un trou noir, c'est un objet extrêmement massif, extrêmement dense, qui crée une distorsion de l'espace et du temps gigantesque. Et donc le temps passe extrêmement lentement sur cette planète. En fait, quand 1 heure passe sur cette planète, il y a 7 ans qui se déroule sur Terre, loin du trou noir. Et donc, à la fin du film, quand Cooper retrouve sa fille qui est restée sur Terre, elle est en fait plus âgée que lui, parce qu'elle a vieilli de 49 ans, pendant que lui a vieilli seulement de 7 heures sur cette planète. Donc ça paraît un très joli effet de science-fiction qui permet de créer des très belles histoires, mais en fait, c'est quelque chose qui est réel, c'est quelque chose qui existe, qui a été prédit par la théorie de la relativité générale. Et c'est quelque chose qu'on a pu mesurer. Alors, pas en allant proche de trous noirs, parce qu'on n'est pas capable de faire ça, mais on a pu mesurer comment le temps passe différemment au fond d'une tour et au sommet d'une tour. Le fond de la tour est plus proche du fond du puits, alors que le sommet est un petit peu plus haut dans ce puits, ce qui fait que selon la théorie d'Einstein, le temps ne va pas passer à la même vitesse pour ces deux montres. Et en fait, les scientifiques ont été capables de mesurer cette distorsion du temps entre le bas et le sommet d'une tour. Et aujourd'hui, il y a des montres tellement précises, faites probablement par certains d'entre vous, de manière à ce qu'on est capable de mesurer une différence de temps entre le sol et quelques mètres au-dessus du sol. Et à nouveau, c'est quelque chose qu'on doit prendre en compte dans le GPS, parce que non seulement les satellites bougent par rapport à la Terre, mais ils sont aussi à une certaine altitude par rapport à la Terre. Et donc le temps va en fait passer plus vite pour eux que pour les montres qui sont sur Terre. Et cette fois-ci, on a qu'après un jour de fonctionnement, les montres dans les satellites ont 45 microsecondes d'avance par rapport aux montres sur Terre. Et donc si on combine les deux effets, celui de la relativité restreinte, de la vitesse, et puis celui dû à la gravitation, on se rend compte qu'on a 45 moins 7, ça veut dire 38 microsecondes d'avance dans les satellites, ce qui mènerait à 15 km d'imprécision si on ne corrigeait pas pour ces distorsions. Donc ça, c'est des exemples qui sont tous pris localement, sur Terre ou dans l'espace, mais toujours à l'intérieur de notre système solaire et même à l'intérieur de notre galaxie. Mais nous, cosmologistes, on a envie de voir qu'est-ce qui se passe ailleurs dans l'univers. On s'intéresse à la théorie d'Einstein et on aimerait savoir si ces distorsions du temps et de l'espace sont aussi compatibles avec la théorie d'Einstein ailleurs dans l'univers. Alors vous voyez qu'on a tout de suite un problème technique, c'est qu'on ne peut pas envoyer des montres aux confins de l'univers pour mesurer le temps dans des galaxies lointaines et comparer avec le temps qu'on a sur Terre. Mais ce qu'on peut faire, c'est la chose suivante. Il y a en fait 2 méthodes possibles pour mesurer les distorsions du temps. La première, c'est ce qu'on appelle le lentillage gravitationnel. Et comme on va le voir, ce lentillage gravitationnel nous permet de mesurer la somme de la distorsion du temps et de la distorsion de l'espace. Et la deuxième méthode, elle consiste à regarder la couleur de la lumière. Et ça nous permet de mesurer la distorsion du temps toute seule. Donc commençons par regarder comment le lentillage gravitationnel fonctionne. Donc supposons qu'on regarde, on est sur Terre, on regarde une galaxie qui est lointaine, et entre nous et cette galaxie, il y a un de ces puits gravitationnels qui a été ici créé par un ensemble de galaxies. Donc la lumière, quand elle se propage, au lieu de se propager en ligne droite, elle va sentir la présence de ce puits gravitationnel et ça va dévier sa trajectoire. Et cette déviation de la trajectoire, on peut la calculer. Et si on fait le calcul, on se rend compte qu'elle est proportionnelle à la somme de la déformation de l'espace et de la déformation du temps. Alors le fait que la déformation de l'espace dévie la trajectoire de la lumière, on arrive assez bien à se le représenter de manière intuitive. Vous pouvez par exemple prendre l'idée, si vous jouez au mini-golf, il y a des aspérités, des bosses et des creux. Vous envoyez votre balle tout droit et en fait elle suit les creux et ça dévie sa trajectoire. La même chose se passe pour la lumière.
Par contre, le fait que la distorsion du temps dévie aussi la trajectoire de la lumière, c'est quelque chose qui n'est pas intuitif du tout, c'est vraiment pas facile de se le représenter. Mais si on fait le calcul, dans la théorie de la relativité générale, on voit tout de suite que c'est la somme des deux distorsions qui dévie la trajectoire de la lumière. Et donc ce lentillage gravitationnel qui a été prédit par Einstein a ensuite été vérifié, la première fois par Eddington en 1919. Donc l'idée, c'était la suivante, c'était de se dire, regardons une étoile qui se trouve derrière le Soleil. La lumière émise par cette étoile va ressentir le creux généré par le Soleil, et donc elle va suivre une trajectoire qui est courbée. Nous, sur Terre, quand on reçoit cette lumière, on pense bien sûr toujours que la lumière voyage en ligne droite, et donc en fait on va voir l'étoile non pas dans sa vraie position, mais dans une position un petit peu décalée par rapport à la vraie position. Et donc l'idée d'Eddington, c'était de se dire, regardons cette déviation entre la vraie position de l'étoile et la position de l'image. Maintenant, vous voyez tout de suite qu'on a un problème, c'est que pour que ça marche, il faut regarder des étoiles dont la lumière passe très proche du Soleil, ce qui veut dire des étoiles qui sont quasiment derrière le Soleil. Et on ne peut pas les voir la journée. Donc l'idée d'Eddington, c'était de se dire, attendons une éclipse lunaire. À ce moment-là, le Soleil sera toujours physiquement là, mais sa lumière va être cachée, ce qui va nous permettre de voir l'étoile qui est derrière. Et donc il y a une expédition qui a été formée pour faire cette mesure quand il y avait une éclipse de soleil sur l'île de Principe. Et ils ont mesuré la position de l'image durant l'éclipse de soleil et ils l'ont comparée avec la position de l'étoile la nuit quand le soleil n'est pas là, donc quand la lumière voyage en ligne droite. Ils ont mesuré la déviation entre les deux et ils ont comparé ça avec les prédictions de la théorie de la relativité générale. Et ils ont trouvé que la déviation était compatible avec les prédictions d'Einstein. Et en fait 2 fois plus grande que prédite par Newton, tout simplement parce que dans la théorie de Newton, il n'y a pas de distorsion du temps. Donc ça a été un grand succès pour la théorie de la relativité générale qui a rendu en fait Einstein extrêmement célèbre. Alors nous, cosmologistes, on a aussi envie de mesurer ce lentillage gravitationnel, mais à beaucoup plus grande distance. Et donc ce qu'on fait, au lieu de regarder comment les étoiles sont déplacées, on regarde en fait comment la déviation de la lumière déforme l'image des galaxies. Comme les rayons lumineux ne suivent pas tous exactement la même trajectoire, l'image de la galaxie qu'on voit va être légèrement étirée par rapport à la vraie galaxie. Et donc, il y a des télescopes qui ont été construits pour mesurer ces déformations, comme le télescope KIDS, le télescope Canada-France-Hawaï, et plus récemment, le Dark Energy Survey. Et donc, ils ont mesuré très précisément ces formes de galaxies. Et ensuite, ils ont fait la chose suivante. Ils se sont dit, OK, il y a de la matière dans l'univers qui déforme l'espace et le temps, et ces déformations de l'espace-temps vont dévier la trajectoire de la lumière et donc déformer les galaxies. Nous, on mesure ces déformations des galaxies et donc on peut utiliser ça pour savoir combien on a de matière dans l'univers et comment elle est distribuée. Plus la matière est densément distribuée, plus les déformations des galaxies vont être grandes. Et ce qu'ils ont trouvé quand ils ont fait ça, c'est un petit décalage par rapport aux prédictions de la relativité générale. Ils ont trouvé que la matière est un peu moins agglutinée que prévu, mais la différence entre la théorie et les observations n'est pas suffisamment grande pour qu'on puisse maintenant conclure que la théorie de la relativité générale ne marche pas. On a besoin de plus de données. Donc ça, c'est ce que ces expériences ont fait. Mais nous, on s'intéressait en fait aux distorsions de l'espace et du temps. On s'est dit, on n'a pas besoin de retourner jusqu'à la distribution de matière. En fait, utilisons ces déformations des galaxies pour directement mesurer les déformations de l'espace et du temps. Et donc, on a développé une méthode qui nous permet de faire ces mesures à différents moments de l'histoire de l'univers en regardant des galaxies de plus en plus lointaines. Et voilà ce qu'on a trouvé. Donc, sur ce graphe, sur l'axe vertical, vous avez l'amplitude des distorsions de l'espace et du temps normalisées par rapport à une certaine valeur. Et puis, sur l'axe horizontal, vous avez l'histoire de l'univers. Plus on va vers la droite, plus on remonte dans le passé. Et les points bleus qu'on a, c'est les mesures qu'on a fait à 4 moments de l'histoire de l'univers. Donc on a fait une mesure il y a 3,5 milliards d'années dans le passé, 5 milliards d'années dans le passé, 6 et 7 milliards d'années dans le passé. Et puis, on a comparé ces mesures avec les prédictions de la relativité générale qui nous disent comment ces déformations de l'espace et du temps doivent grandir, doivent évoluer au cours du temps.
Et ce que vous voyez, c'est qu'on a aussi des incertitudes de mesure qui sont ces barres en bleu autour des points, parce que bien sûr, on n'est jamais capable de faire les mesures parfaitement précisément. Et on a aussi une incertitude sur la prédiction, qui est cette zone grise, parce que la prédiction dépend de certains paramètres qui, à nouveau, on ne connaît pas parfaitement précisément. Donc on peut maintenant comparer la prédiction avec les mesures. On voit qu'à grande distance, bien dans le passé, donc il y a 6 et 7 milliards d'années, les mesures sont en accord avec les prédictions. Par contre, si on regarde qu'est-ce qui se passe plus proche de nous, il y a 3,5 et 5 milliards d'années, on a un désaccord. À nouveau, ce désaccord, il n'est pas suffisamment grand pour qu'on puisse remettre en question la théorie de la relativité générale. Mais ce qu'il nous dit, c'est qu'il y a quelque chose d'intéressant qui se passe à cet endroit. Et donc, ce qu'on veut faire maintenant, c'est de refaire ces mesures avec plus de données, de manière plus précise, pour voir si le désaccord persiste et qu'en fait, on aurait trouvé que la théorie de la relativité générale ne fonctionne pas à grande distance, ou alors, ce qui est tout à fait possible, quand on a plus de mesures plus précises, si le désaccord disparaît et qu'on retrouve un accord avec la relativité générale. Et juste pour vous donner une idée, pour pouvoir vraiment conclure qu'il y a un problème réel, que la théorie ne marche pas, on aurait besoin, par exemple, du même type de mesure, mais avec ces barres d'erreur en rouge, qui sont à peu près 2-3 fois plus petites que celles qu'on a. Un désaccord comme ça serait un désaccord qu'on appelle scientifiquement robuste, donc on aurait atteint 5 sigma. Donc ce qu'on doit faire maintenant, c'est de réduire les incertitudes pour voir si le désaccord persiste. Et ça, on va pouvoir le faire avec le télescope Euclide, parce que le télescope Euclide va observer des galaxies depuis l'espace. Et donc, en fait, il va faire des images des galaxies beaucoup plus précises, puisqu'elles ne vont pas être brouillées par l'atmosphère terrestre. Donc, ça devrait nous permettre de voir, de tester, en fait, ce qu'on a trouvé ici. Et puis ensuite, la deuxième chose qu'on veut faire, c'est déterminer d'où vient le désaccord, s'il persiste. Est-ce que c'est le temps qui se déforme différemment dans la théorie de la relativité générale? Est-ce que c'est l'espace ou bien est-ce que c'est les deux? Et avec cette méthode de l'anti-âge gravitationnel, on ne peut pas répondre à cette question, parce que quelle que soit la précision avec laquelle on fait les mesures, on va toujours mesurer la somme de la distorsion de l'espace et de la distorsion du temps. Donc si on veut savoir lequel se déforme, il nous faut une autre méthode. Et en fait, on peut mesurer la distorsion du temps toute seule en regardant la couleur de la lumière. Donc ça, c'est une méthode à nouveau qui a été proposée par Eddington en 1924 et donc qui consiste à regarder les différentes couleurs de la lumière. Comme vous le savez, la lumière, elle peut avoir différentes couleurs et cette couleur, elle est liée en fait à la fréquence de la lumière. La lumière, on peut la voir comme une onde qui se propage dans l'univers. Et comme pour n'importe quelle onde, on peut lui associer une fréquence qui est liée à l'intervalle de temps entre deux crêtes de l'onde. Et dans le spectre visible, plus cet intervalle de temps est grand, plus la fréquence est petite et plus la lumière apparaît rouge. Plus l'intervalle de temps est petit, plus la lumière nous apparaît bleue. Alors en quoi est-ce que ça nous permet de mesurer la distorsion du temps? Imaginons qu'on regarde une galaxie qui est située au fond d'un puits gravitationnel et le temps va passer différemment au fond de ce puits gravitationnel que pour l'observatrice qui est sur Terre. Et donc, si la galaxie émet, par exemple, de la lumière jaune, avec un intervalle de temps d'une femtoseconde entre les deux crêtes de l'onde, eh bien, l'observatrice, comme le temps passe différemment pour elle, va voir cette même onde avec une fréquence qui est plus petite, un intervalle de temps plus grand, par exemple, de 2 femtosecondes. Et donc, ça veut dire que l'observatrice va voir la lumière plus rouge que comme elle a été émise par la galaxie. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure que la lumière sort du puits gravitationnel généré par la galaxie, elle va devenir de plus en plus rouge parce que le temps passe progressivement différemment. Et donc, si on mesure le rougissement de la lumière, eh bien, on va avoir une mesure directe de la distorsion du temps. Donc en fait, cette mesure de la distorsion du temps qui a été proposée par Eddington, elle a été en fait effectuée tout d'abord par Adams en 1925. Il a mesuré la distorsion du temps due à une naine blanche. Une naine blanche, c'est une étoile qui est très compacte. Les mesures n'étaient pas extrêmement précises, mais quand même en accord avec la relativité générale. Et puis ensuite, Popper a fait cette mesure en 1954 et a aussi montré que les mesures sont en accord avec les prédictions d'Einstein. Et donc nous, maintenant, ce qu'on aimerait faire en tant que cosmologistes, c'est
au lieu de faire cette mesure pour un objet local qui se trouve dans notre galaxie, à nouveau, on s'intéresse à très très grande distance. Donc on aimerait mesurer les distorsions du temps dues à un puits gravitationnel qui est généré par des milliers, voire des millions de galaxies, ce qui va nous permettre de la mesurer à très très grande distance. Et puis on aimerait aussi la mesurer à différents moments de l'histoire de l'univers, comme on l'a fait pour le lentillage gravitationnel. Et donc avec mon groupe, on a développé une nouvelle méthode pour pouvoir faire ça. Et cette méthode, elle consiste à comparer le rougissement de paires de galaxies qui sont situées dans l'un de ces grands puits gravitationnels. Et ça nous permet d'isoler l'effet. Parce qu'en fait, dans notre univers, il y a plusieurs effets qui font rougir la lumière, qui sont plus grands que cette distorsion du temps. Et donc, il faut une méthode précise pour pouvoir se débarrasser de ces autres effets qui sont une contamination pour nous et pour pouvoir vraiment isoler l'effet dû à la distorsion du temps. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que l'effet, il est trop petit pour être mesuré avec les données actuelles. On a essayé, en fait, on trouve quelque chose qui est compatible avec 0, avec de grandes barres d'erreur. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait des prédictions et avec les missions à venir, on devrait être capable de mesurer cette distorsion du temps à très grande échelle pour la première fois. Et donc on travaille maintenant avec le télescope DESY qui a déjà accumulé des données et on essaye de mesurer la distorsion du temps dans ces données. Ensuite, bientôt, on va pouvoir commencer à faire la même chose avec le satellite Euclide. Et puis le Graal, ça va être cette expérience qui s'appelle le Square Kilometer Array, qui est en fait un ensemble d'antennes radio qui devrait nous permettre de mesurer la distorsion du temps de manière très précise. Donc maintenant, dans les quelques minutes qui me restent, j'aimerais répondre à une question que vous vous êtes peut-être déjà posée pendant que je parlais, c'est « Ok, c'est très joli, mais à quoi ça sert? Pourquoi est-ce qu'on veut mesurer ces distorsions finalement ?» Et en fait, l'intérêt de mesurer la distorsion, c'est que si on trouve que les distorsions du temps et ou les distorsions de l'espace diffèrent des prédictions d'Einstein, en fait, ça serait extrêmement révolutionnaire parce que ce que ça voudrait dire, c'est que la gravitation est différente de ce qu'on pense à très grande distance, qu'elle ne se comporte pas comme la théorie de la relativité générale le prédit. Donc la théorie de la relativité générale pourrait être une théorie qui marche bien à distance, à petite distance, dans notre galaxie, mais si on va au-delà, elle ne marcherait pas. Et l'intérêt pour ça, c'est que si c'est le cas, ça pourrait expliquer l'expansion accélérée de l'univers. Alors, qu'est-ce que c'est que cette expansion accélérée? En fait, on sait depuis les années 30 que notre univers n'est pas statique, mais qu'il grandit au cours du temps. C'est quelque chose qui a été prédit par la théorie de la relativité générale et qui a ensuite été confirmé par les expériences, par Hubble et Lemaitre, qui ont mesuré le fait que l'univers s'agrandit. Maintenant, la relativité générale prédit quelque chose de très précis. Elle nous dit que si dans l'univers, il y a seulement de la matière et de la lumière, de la radiation, l'expansion de l'univers devrait ralentir au cours du temps. Tout simplement parce que la matière, c'est attractif, donc ça devait freiner cette expansion de l'univers. Mais ce qui a été observé, en fait, pour la première fois en 1998, c'est le contraire. Il y a 2 groupes d'astrophysiciens qui ont mesuré le taux d'expansion de l'univers et qui ont vu que l'expansion s'accélère au cours du temps. Et ils ont obtenu le prix Nobel de physique pour cette observation. En fait, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que durant les 8 premiers milliards d'années de l'histoire de l'univers, tout se passe comme prédit par la théorie de la relativité générale, l'expansion décélère. Et puis, autour de 8 milliards d'années, quelque chose se passe, la tendance s'inverse et l'expansion se met à s'accélérer, jusqu'à aujourd'hui où l'univers a 13,7 milliards d'années. Et donc, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui crée cette expansion accélérée? Et en fait, les scientifiques ont exploré 2 types de solutions. La première consiste à dire peut-être qu'il existe dans notre univers une nouvelle forme d'énergie qu'on n'a jamais vue, qui serait absolument partout, qu'on appelle l'énergie sombre, et qui aurait la propriété de faire s'accélérer l'expansion de l'univers. Et pour que ça marche, on a besoin de 70% d'énergie sombre dans notre univers. Donc la majorité de notre univers, du contenu de notre univers, serait fait de cette énergie sombre. Ça, c'est la première possibilité.
La deuxième possibilité, c'est de se dire, ah, peut-être que le problème, c'est pas le contenu de l'univers, mais c'est les lois de la gravitation. Peut-être que la gravitation est différente à très grande distance et que c'est la gravitation elle-même qui fait s'accélérer l'expansion de l'univers. Et pour ça, là, c'est intéressant en fait de mesurer ces distorsions du temps et ces distorsions de l'espace. Parce que si la gravitation est différente à grande échelle et que c'est elle qui fait s'accélérer l'expansion de l'univers, alors on s'attend aussi à avoir d'autres signatures du fait que la gravitation est différente. Et en particulier, on s'attend à ce que les distorsions du temps et les distorsions de l'espace soient aussi différentes dans cette même plage entre 8 milliards d'années et 13,7 milliards d'années, qui est la plage sur laquelle on a travaillé avec mes collègues. Donc voilà, je voulais finir cette conférence peut-être avec ce message qui nous dit que l'inconstance du temps joue en fait aujourd'hui un rôle crucial en cosmologie parce qu'elle peut possiblement nous faire comprendre, nous montrer qu'est-ce qui est le mécanisme qui est responsable de cette expansion accélérée, qui est l'un des plus grands mystères de la cosmologie aujourd'hui. Donc voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Camille Bonvin, c'est vertigineux. Vérifier Einstein, c'est encore plus vertigineux quand on vous entend dire à la RTS « Je préférerais qu'Einstein ait tort ». Pourquoi est-ce que vous préféreriez qu'Einstein ait tort, justement ? Parce que ça serait, je pense, plus intéressant, mais c'est mon point de vue, hein, ce n'est pas un point de vue scientifique, mais je trouverais extrêmement intéressant que cette expansion accélérée nous dise que finalement la gravitation se comporte de manière différente. Je trouve ça presque plus élégant que rajouter une nouvelle forme d'énergie qui constituerait 70% du contenu de l'univers. Alors, beaucoup de questions sur Slido, on n'aura pas le temps de les prendre toutes, mais vous le savez, il y a un petit outil sympathique qui permet de liker les questions des autres, donc je vais prendre celles qui obtiennent le plus de soutien du public. Est-ce que la distorsion du temps pourrait nous permettre d'envisager de voyager dans le temps ? Alors, ça ne nous permet pas en fait de revenir en arrière dans le temps. Ça, en fait, c'est inscrit dans la théorie de la relativité générale. On ne peut pas utiliser cette distorsion du temps pour revenir en arrière, ça ne marche juste pas. Par contre, on pourrait l'utiliser en fait pour vieillir moins vite. Donc, mais ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt dans le sens que nous, on aurait l'impression de vivre notre vie à la vitesse où elle se déroule. Puis c'est juste quand on reviendrait sur Terre qu'en fait, en regardant les autres autour de nous, on aurait l'impression qu'on a vieilli moins vite. Question plus neuroscientifique, si je peux dire. Pourquoi notre cerveau n'arrive-t-il pas à saisir intuitivement la relativité alors que finalement elle décrit le monde, notre réalité physique ? Pourquoi c'est compliqué à comprendre ? Alors, je crois qu'il y a quand même... Donc, c'est compliqué à comprendre. Disons, mathématiquement, c'est pas si compliqué que ça, dans le sens qu'il y a des lois mathématiques qui sont bien définies. On peut faire des calculs. On peut faire des calculs papier-crayon. On peut faire des calculs numériques. Après, c'est vrai qu'il y a une intuition qui est un petit peu difficile. Je crois qu'on peut développer une intuition au cours du temps. Elle est peut-être plus difficile à développer parce qu'elle touche pas les objets qu'il y a autour de nous tous les jours. Donc, il faut en fait travailler avec pour développer cette intuition sur la relativité générale. Et c'est vrai que la distorsion du temps, par exemple, c'est quelque chose dont on ne fait pas l'expérience dans la vie de tous les jours, donc on a un petit peu de peine à imaginer ce que ça veut dire. Il y a deux questions qui se battent là. Dans la distorsion du temps, comment est-ce qu'on connaît la couleur émise à l'origine, puisqu'on mesure des changements de couleur ? Oui, c'est une très bonne question. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde ce qu'on appelle le spectre d'une galaxie, donc la quantité de lumière qui est émise en fonction de la fréquence. Et donc, on va avoir une sorte de bruit de fond, puis après, on va avoir des pics à certaines couleurs précises qui sont liées aux éléments qui sont dans la galaxie. Par exemple, si on a de l'oxygène dans la galaxie, quand l'oxygène s'excite et se désexcite, elle émet toujours avec la même fréquence. Et donc, ces spectres-là, on les reconnaît. On reconnaît, en fait, on dit « Ah, ça, c'est la ligne qui est due, par exemple, à l'hydrogène ou à l'oxygène. » Donc, on sait la couleur que cette ligne a. Et ensuite, on compare ça avec la couleur qu'on mesure. Et c'est ça qui nous permet de voir la différence due à la distorsion du temps. Question un peu similaire. On mesure des distorsions, mais comment est-ce qu'on connaît les formes originelles des objets dont on mesure la distorsion ? Oui. Donc ça, en fait, on ne connaît pas. Donc pour l'anti-âge gravitationnel, on ne connaît pas la forme des galaxies. Mais ce qu'on fait, c'est la chose suivante. On regarde en fait des corrélations
entre différentes galaxies qui sont situées à différents endroits dans l'univers. S'il n'y avait pas de distorsion, ces formes des galaxies seraient complètement aléatoires. Les galaxies, elles ont des formes différentes, des tailles différentes, des orientations différentes. Et ensuite, à cause du lentillage, ça crée des corrélations. Donc en fait, la lumière émise par cette galaxie va être déformée par ce qu'il y a devant, et puis la lumière émise par cette autre galaxie va être déformée par les mêmes choses qu'il y a devant. Et du coup, ça va un petit peu les aligner. Et c'est ça qu'on mesure. Donc on a besoin en fait de millions de galaxies pour extraire le signal qui reste et qui corrèle la forme des galaxies. Question de spécialiste ici. Est-ce que le temps pourrait un jour s'arrêter comme l'univers pourrait s'arrêter de s'étendre? Ou pas, puisqu'on a vu qu'il s'accélère. Alors, l'univers, donc, quel est le futur de l'univers? On n'en a en fait aucune idée. Ça dépend vraiment de la théorie qui est derrière et qui explique l'expansion de l'univers. Donc on a des théories où l'univers il s'agrandit de plus en plus vite pour toujours, et en fait, où dans le futur, les choses seront tellement loin de nous qu'on verra que notre galaxie et rien d'autre, le reste sera complètement noir, parce que en fait, les objets seront si loin que la lumière n'aura pas le temps de nous parvenir. Donc ça, c'est un scénario possible, mais c'est aussi possible que, en fait, en fonction de la théorie de l'énergie noire ou de la gravitation, l'univers atteigne un maximum, puis se recontracte sur lui-même. Et donc là, effectivement, on pourrait imaginer un univers qui cesse d'exister, dans le sens où finalement tout va se recontracter, il y aura quelque chose d'extrêmement dense, et puis il n'y aura plus rien dans l'univers. Qu'est-ce qui se passe avec le temps à ce moment-là? Je crois que c'est quelque chose qu'on ne sait pas. On peut l'étudier dans une théorie particulière, mais ça devient, je pense, à ces moments-là, ça devient presque plus de la philosophie que de la science. On n'arrive en fait jamais à décrire ce qui se passe si l'univers se recontractait en un seul point. On atteint des infinis, et là, c'est au-delà de ce que la science peut décrire. Alors, une autre question sur le Big Bang, justement. Si le temps est différent suivant les endroits, comment est-ce qu'on peut donner un âge à l'univers? Ah, ça c'est une bonne question aussi. Donc en fait, cet âge qu'on donne à l'univers, c'est un calcul qu'on fait. On ne peut pas mesurer l'âge de l'univers. Ce qu'on peut mesurer, c'est des énergies. Et en fait, on peut remonter en arrière, aller jusqu'à une certaine énergie. Et ensuite, on utilise un modèle pour transcrire ces énergies en un temps. Et c'est ça qui est l'âge de l'univers. Et donc, si on change le modèle, on change l'âge de l'univers. Et quand on fait ça, on oublie en fait les distorsions du temps. On se dit, en moyenne, notre univers est quand même très plat, parce que la quantité de matière est un peu pareille partout. Et donc, on va calculer cet âge moyen de l'univers avec notre modèle. Et puis, après, il y aura des endroits où l'univers sera un petit peu plus vieux, un petit peu plus jeune, en fonction de ces distorsions du temps. Le temps passe trop vite avec vous. J'ai une dernière question, ce sera la mienne. Si Einstein était membre de la Société suisse de chronométrie et qu'il était dans cette salle aujourd'hui, qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire ou de lui demander? C'est une question compliquée. J'aurais envie de lui demander son avis sur cette expansion accélérée. Parce que c'est quelque chose qui nous préoccupe tous, nous, cosmologistes. Et puis, on a ce qu'on appelle le modèle standard de la cosmologie, qui repose sur la théorie d'Einstein, et où on explique l'expansion accélérée avec ce qu'on appelle une constante cosmologique, qui a d'ailleurs été introduite par Einstein pour une autre raison. Et puis ensuite, il l'a abandonnée, puis maintenant, elle est revenue pour expliquer cette expansion accélérée. Et c'est une solution qui marche très bien, qui explique toutes les observations, mais qui théoriquement n'est pas du tout satisfaisante. Et donc, j'aimerais bien lui poser la question, qu'est-ce qu'il pense de cette constante cosmologique? Et puis, est-ce qu'il pense que ça vaut la peine de regarder des théories au-delà de la sienne? Ou bien est-ce que la sienne est tellement belle qu'en fait, on ne devrait pas y toucher? Et puis, il vous aurait peut-être répondu cette citation que j'aime bien de lui. Il dit, si les faits ne correspondent pas à la réalité, à la théorie, vous changez les faits, pas la théorie. Merci beaucoup, Camille Bonvin. Plaisir. C'est fascinant. Très belle journée, un petit souvenir. Merci.